Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de la magie. J'en parle très peu, voire j'en ai jamais parlé en fait, je crois, sur ma chaîne. Alors, je vous avais fait juste, je crois, le seul bouquin de magie que je vous ai présenté, c'est Rebel Witch, qui est sorti assez récemment, qui a été traduit par les éditions Danae, que j'ai vraiment adoré. Mais sinon, voilà, je n'ai jamais fait de vidéo. Autant je fais plein de vidéos sur les cartes, autant la magie, je pense que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Euh, c'est un sujet qui est particulier pour moi. Et ça fait quelques temps que je sais pas, je sentais l'appel. Ce serait bien que j'en parle, que je parle de ma vision de la magie. Pourquoi est-ce que j'en parle si peu, justement, aussi? Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, la magie, j'ai connu la magie avant de tirer les cartes. La cartomancie et la magie, c'est assez relié. En général, les personnes qui tirent les cartes sont des sorcières ou des sorciers. Et du coup, il y a la pratique magique qui vient ensemble. Enfin, moi, tous les gens, je crois, que je connais qui tirent les cartes, ils ont aussi une pratique magique. Moi, je viens d'un milieu absolument pas... enfin, ma famille n'est pas du tout dans le milieu ésotérique. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et en fait, j'ai connu la magie voilà, avant de connaître les cartes. C'était sur YouTube, je crois. Je me baladais sur YouTube à l'époque, c'était il y a à peu près 10 ans. Et je suis tombée sur une vidéo d'Anne-Sophie Pau, que vous connaissez peut-être. À l'époque, elle faisait des vidéos, elle était vraiment à fond sur la magie, elle partageait ses pratiques magiques. Et surtout, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'elle elle rendait accessible la magie pour chacun, chacune. Il y a quelque chose de simple. Comment est-ce que vous pouvez faire votre propre rituel chez vous? Elle parlait pas mal de Scott Cunningham, un bouquin génial qui m'a tout appris, honnêtement, la base de la Wicca, c'est celui-ci. S'il y a un bouquin sur la magie que je vous conseillerais, c'est celui-ci. En plus, il est à 6,70 €. C'est vraiment un tout petit prix pour une richesse folle au niveau de l'information. Et Scott Cunningham, en fait, il a apporté le fait que la Wicca avant était beaucoup pratiquée en coven, c'est-à-dire en groupe. Vous aviez des groupes de sorcières ou des groupes de sorciers, et c'était très codifié. En plus, vous aviez je sais pas quel nom ça avait, mais le gardien du cercle, on pourrait dire, une sorte de chef des sorciers. Et ensuite, vous aviez les différents, enfin les membres du cercle. Ça restait bien sûr secret, hein, intime, mais voilà, il y avait cette pratique de groupe. Et Scott Cunningham, il a apporté une pratique individuelle. C'est-à-dire, chacun peut pratiquer la magie, la sorcellerie, chez soi. Voilà, de chez soi, il prend ses ingrédients, tu sais, il fait son truc. Il y a quelque chose de très autonome. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu parce que, surtout à l'époque, je ressentais vraiment le besoin de faire ma petite tambouille toute seule. J'avais pas confiance en fait dans les autres êtres humains et j'aimais le fait d'avoir mon jardin secret à moi. J'avais pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre. J'avais besoin de mon jardin à moi. Donc voilà, j'ai vraiment ce bouquin m'a énormément appris. Euh, et après, en fait, mais vraiment plusieurs années après, j'ai découvert les cartes. Mais ouais, ce monde de la magie, ça a été... franchement, c'était assez incroyable. En plus, à l'époque, j'étais chez mes parents encore. Donc, il fallait que je cache parce que mes parents auraient eu vraiment peur, je pense. Ils sont pas du tout dans le milieu ésotérique. Ils auraient flippé de me voir faire des trucs comme ça. Donc, il fallait que je me cache. Et c'était avec la distance, je me disais c'était rigolo. À l'époque, franchement, j'avais plutôt la trouille. C'était un peu stressant. Il fallait que je fasse attention de laisser aucune trace. Je me débrouillais quand mes parents n'étaient pas là. J'allais vite dans la cuisine, par exemple, pour faire mes. Je faisais des élixirs de pierre. Et pour ça, il faut de l'alcool. Donc j'allais dans la cuisine chercher de l'alcool, mais voilà, il fallait que j'attende que mes parents soient pas là. Fallait que je fasse attention de pas trop prendre d'alcool non plus pour pas que ça se voit. Enfin,
C'est vrai qu'avec la distance, c'est marrant, il y a vraiment un côté genre un peu agent secret, enfin c'est marrant quoi. Et sinon, je faisais des rituels dans ma chambre. Et c'était top parce que en fait, j'étais tout en haut de la maison et j'avais pas de fenêtre en fait. J'avais ce qu'on appelle, je crois, un Velux, c'est-à-dire une ouverture sur le ciel. Et c'était génial parce que du coup, je faisais mes rituels la nuit. J'ouvrais mon Velux et j'avais la lune. Je faisais souvent les rituels pendant la pleine lune. Et du coup, j'avais la pleine lune qui irradiait, enfin, toute la lumière de la pleine lune et toutes les étoiles. Et même si, du coup, je ne pouvais pas pratiquer dehors, en extérieur, j'avais quand même vraiment le sentiment d'être en communion avec la nature et c'était vachement fort. Alors, la magie, euh, en fait, quand je dis que je pratiquais la magie, en fait, je faisais surtout des rituels, par exemple, des rituels pour honorer la pleine lune, ou pour honorer la nouvelle lune. Juste, c'était des danses où je me connectais au dieu et à la déesse. Euh, C'était je sais pas comment dire, plus des cérémonies, on pourrait dire quelque chose comme ça, ou des moments de libération d'énergie. C'était super fort. Ça m'a laissé vraiment un souvenir puissant, notamment de ces danses-là avec la lune. Mais c'était pas dans un but précis. La magie, en fait, vous avez plusieurs choses dans la magie. Ça fait partie, dans la pratique magique, il y a ce que je faisais moi, c'est-à-dire communion avec la nature, célébration des saisons, tout ça. Mais vous avez aussi la magie dans le sens, je désire quelque chose, je vais récolter des ingrédients, les mettre dans mon petit chaudron et tout, et puis faire une potion, un truc, pour changer ma réalité. Voilà. Ça, je l'ai beaucoup moins fait. J'ai toujours eu un petit souci avec ça, en fait. J'ai toujours eu une petite angoisse sous-jacente. Et j'avais envie, en fait, de vous en parler, de partager ça avec vous. C'est pour ça, en fait, que je parle peu de la magie, parce que j'ai une certaine réserve par rapport à la magie. Alors, c'est je sais pas comment l'exprimer. Je ne dis pas que c'est quelque chose que je redoute et auquel je ne veux pas toucher. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, vous voyez, j'ai acheté Rebel Witch, là, le bouquin, je l'ai acheté quand il est sorti, je l'avais repéré depuis 1 an. Donc, c'est un sujet qui me passionne, qui me vraiment. Ça fait, ça réchauffe quelque chose en moi. Ça vient toucher quelque chose en moi. Mais je, je dirais que pendant longtemps, j'ai cherché mon chemin par rapport à la magie. Je crois que je suis en train de le trouver, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en fait. Je crois que je suis en train de le trouver, mais voilà, il y a quelque chose de sensible pour moi. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète dans le fait de manipuler des énergies pour changer notre réalité, c'est que je me suis toujours dit, depuis quand, depuis quand on sait ce qui est bon pour nous, réellement. Euh, Franchement, j'ai pu l'observer, que ce soit les gens autour de moi, parce qu'à un moment donné, j'ai accompagné des gens. J'ai pas fait ça très longtemps, mais je l'ai fait pendant un petit moment. J'ai accompagné des gens en fait pour créer des rituels sur mesure. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir, ils me disaient voilà, j'ai envie par exemple de changer de travail parce que mon boulot me convient pas, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle par exemple, voilà. Et moi, en fait, j'ai aidé la personne à se créer un rituel sur mesure, avec ce que je ressentais d'elle, avec ses préférences, voilà. Je lui concevais un rituel. Mais je me suis très rapidement rendu compte, c'est pour ça que j'ai pas fait ça très longtemps, parce que je me suis rapidement rendu compte que les gens arrivaient avec des demandes qui n'étaient pas forcément bonnes pour eux. Par exemple, j'avais des gens, euh, j'ai eu des gens qui me demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour rester dans une relation. En gros, ça allait pas du tout dans leur relation de couple. Comment est-ce ils me demandaient un rituel pour rétablir l'harmonie dans leur couple. Alors que moi, ce que je voyais juste, c'était que la relation n'était pas bonne pour eux, il fallait partir en fait. S'il y avait un rituel à faire, c'était plutôt un rituel d'acceptation, de deuil,
plutôt que de essayer à tout prix de recoller les morceaux. J'avais des gens aussi qui venaient me voir parce qu'ils sentaient qu'ils n'en pouvaient plus dans leur boulot. Ils me demandaient un rituel pour leur donner de l'énergie pour pouvoir continuer dans ce travail. Alors que moi, ce que je voyais, c'était qu'en fait, il était grand temps de changer de direction, de s'autoriser à vivre autre chose. Mais c'était pas mon travail. Moi, ce que je proposais à ces gens, c'était je vous crée un rituel sur mesure. Et j'ai vite été embêtée, et c'est pour ça que j'ai vite arrêté, parce que je me suis vite rendu compte que je faisais pas forcément du bien en aidant ces gens à, à écouter finalement, et c'était qu'est-ce que c'était qui parlait, leur ego, leur peur en fait, plus que leur cœur. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ouf en fait à quel point on n'a pas conscience de ce qui est réellement bon pour nous. Et je suis dans la même... pareil, quoi. Je suis dans le même schéma. Je sais très bien que je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Et du coup, faire des rituels pour trafiquer, en gros, la réalité, enfin, voilà, pour changer la réalité et tout ça, euh, ça me dérange parce qu'en soi, ça part du principe que voilà, on sait ce qui est bon pour nous, alors que ce n'est pas le cas. Et autre chose qui me dérange, c'est que on touche au réel. Et selon moi, on n'est pas capable d'envisager toutes les conséquences qu'un acte magique peut avoir. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux faire mon petit rituel parce que j'en sais rien, moi, j'ai mon chien qui est malade et j'ai envie qu'il aille mieux. C'est louable comme intention. Mais je vois pas je touche à un équilibre, en fait. La vie, c'est un équilibre. D'ailleurs, la mort fait partie de l'équilibre. Peut-être, oui, que j'aime très fort mon chien, que j'ai pas envie qu'il meure. Ok, c'est humain. Mais la réalité, enfin, ça fait partie du cycle et de l'équilibre des choses. Si chaque personne avait le pouvoir d'empêcher son animal de mourir, tout le monde ferait des rituels magiques pour que l'animal ne meure pas. Et je veux dire, à un moment donné, il n'y aurait plus de place sur Terre. Il faut à un moment donné, oui, il faut que certaines âmes s'envolent, repartent dans la lumière. Il y a un équilibre et c'est humain. À des moments, oui, on aimerait pouvoir faire un rituel magique pour empêcher la personne ou l'animal de partir. Mais ça ne respecte pas l'équilibre. Pour vous donner un exemple, alors c'était drôle parce que franchement, j'aime beaucoup les contes de fées. Et quand j'ai vécu une expérience, je me suis dit, on dirait un petit conte presque genre ou un poème de Jean de La Fontaine. Je vais vous raconter. On pourrait dire, c'est l'histoire de la punaise et l'araignée. En fait, j'étais chez mes parents, pour le coup, encore une fois, c'était pendant toutes ces réflexions que j'avais sur ce domaine, enfin cette pratique de la magie. Et un matin, comme les autres, je vais me doucher. Et je vois au fond de la baignoire, il y avait une punaise. Vous voyez là ces petits animaux qui sont pas trop aimés parce qu'ils puent dès qu'elles ont peur, les punaises là, elles puent souvent. Mais bon, elle était au fond de la baignoire et je voulais pas la tuer en fait. Je me suis dit si je rentre dans la baignoire que j'allume l'eau, elle va se noyer. Donc j'ai voulu euh, j'ai voulu la sauver. Donc je l'ai prise et je l'ai déposée sur le rebord de la fenêtre. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain. Je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre. Et je me douche. Et puis, mais à un moment donné, mes yeux se reposent sur le rebord sur la fenêtre et je vois la punaise en question qui était en train de se faire euh, emmailloter dans une toile d'araignée. En fait, elle était morte, enfin, elle était en train d'étouffer dans une toile d'araignée et l'araignée était en train de vraiment de l'étouffer. Enfin, je pouvais plus, de toute façon, là, je pouvais plus rien faire, quoi. Et en fait, c'est bête, mais ça m'a fait cogiter de dingue. Je me suis dit, mais en fait, je voulais lui épargner. Enfin, vous voyez, j'avais une bonne intention. Je voulais lui épargner une mort par noyade. Et en fait, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché à la réalité. Je suis passée à l'action. J'ai pris cette petite punaise et je l'ai posée ailleurs. Et finalement,
elle est morte quand même. Alors je me suis dit, est-ce que finalement c'était pas sa destinée de mourir? Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de vous exprimer, mais c'est vrai que ça m'a posé cette question, est-ce qu'il n'y a pas une destinée finalement? Et au final, quoi qu'on fasse, l'arrivée est le même. Et aussi, ce qui m'a troublée, c'est que je pensais bien faire. Et ça me hantera jusqu'à la fin de mes jours. En vrai, c'est vrai que j'y ai beaucoup pensé. Je me dis, mais finalement, si ça se trouve, elle aurait survécu. Si je m'étais douchée, je sais pas, peut-être qu'elle aurait réussi à grimper sur une paroi de la baignoire et qu'elle s'en serait sortie. Ce qui est sûr, c'est que là, elle est morte et étouffée, ou peut-être qu'elle serait morte avec moins de souffrance. Euh, je sais pas après, mais franchement, elle m'a fait de la peine dans la toile d'araignée. Après, vous me direz, elle a servi à nourrir un autre animal. Mais, voilà, je sais pas si vous allez cerner ma réflexion, mais ça m'a troublée. C'est vrai, je me suis dit, finalement, on croit parfois agir au nom de quelque chose de pur, et on peut parfois aggraver les choses, ou j'ai peut-être pas aggravé les choses, peut-être qu'elle serait morte dans les deux situations, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai rien résolu du tout. Moi, ce que je voulais, c'était l'aider, mais je ne l'ai pas aidé. Donc au final, peut-être qu'il vaut mieux rien faire. Peut-être qu'il vaut mieux accepter euh, euh, ce que la vie nous apporte. Il y a peut-être une intelligence, justement, qui œuvre, et que nous, notre petit cerveau d'humain, je pense qu'on capte 1%, même pas. On a un angle de vue qui est tellement restreint. Et agir dans cet angle de vue très restreint, on risque soit de rien réussir à... Enfin, de rien... on va pas réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, soit, et là c'est plus embêtant, on pourrait compliquer les choses. Créer des problèmes pires, en fait, que ce qui était à la base. Et récemment, j'ai lu un bouquin qui est un roman, en fait, de fantasy. Donc, normalement, c'est censé être de la fiction, mais vraiment, je le prends comme un enseignement sur le plan de la magie telle que on peut la pratiquer. C'est un livre qui parle de magie, justement, de sorcellerie. Je vais vous montrer la bête. Il s'agit de Terre-Mère, donc je vous en ai parlé vite fait là dans une vidéo où je vous présentais un jeu de société qui permet de lire l'âme des livres. Et forcément, j'ai eu envie de lire l'âme de ce livre parce qu'il est incroyable. Donc c'est Ursula K. Le Guin qui l'a écrit. Alors c'est une bible, hein, le truc il est énorme. En fait c'est parce qu'il y a plusieurs tomes, peut-être 6 ou 7 tomes. Là ils sont tous rassemblés. Mais sinon vous avez les bouquins séparément. Donc ce bouquin, en gros, c'est l'histoire d'un sorcier. Un jeune sorcier qui a une soif de pouvoir. Au début, il ne connaît pas la magie, il va apprendre la magie. Donc ça ressemble un peu à Harry Potter, mais ça a été écrit bien avant Harry Potter, hein. Peut-être qu'elle s'en est un peu inspirée aussi, l'auteur d'Harry Potter, parce que je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui se ressemblent. C'est-à-dire que il s'appelle Ged, le personnage principal. C'est un jeune homme qui a beaucoup de potentiel. Et du coup, on l'emmène... il va être emmené à étudier la magie dans une école de magie. Voilà. Et il a, au début de son aventure, il a une soif d'apprendre. Il veut surtout une soif de pouvoir. C'est pas une soif d'apprendre en fait, c'est une soif de pouvoir. Il veut être un magicien, un sorcier tout puissant. Et il y a une sagesse vraiment dans ce bouquin. Euh, c'est assez énorme. Je vais vous lire un passage. Et pour vous expliquer un peu aussi l'univers du livre, parce que c'est vraiment magnifique. En gros, la magie dans ce bouquin, on vous explique que chaque objet, en fait, chaque chose, donc par exemple là j'ai un surligneur à côté de moi, donc voilà, dans notre langue, la langue française, on l'appelle surligneur, mais en fait ce surligneur, il a un autre nom. Son véritable nom, c'est un nom qui est très ancien, on l'appelle ça le langage de la création, et dans ce nom, euh, est contenue toute l'essence du surligneur, en gros. C'est comme son ADN. Son ADN est contenu dans un mot magique.
Et les sorciers, dans Terre-Mère, dans ce bouquin, les sorciers, en fait, ils étudient, ils apprennent par cœur des listes et des listes de noms. En fait, ils apprennent le véritable nom de chaque chose. Quand vous connaissez le véritable nom de chaque chose, vous avez du pouvoir sur cette chose. Et vous pouvez du coup transformer, toucher à l'ADN de la chose en question. Mais il y a des risques, il y a des dangers, parce qu'il y a des conséquences. Quand vous faites ça, vous touchez à un équilibre et il y a des conséquences qui peuvent être très graves. Et c'est ce qui va arriver à notre sorcier. En fait, il va aller un peu trop loin et il va troubler un équilibre. Ça, c'est dans le premier bouquin que ça se passe. Et après, tout le reste des bouquins, il va falloir qu'il répare un peu ses conneries. En gros, c'est ça. Pour vous faire un résumé. Et du coup, c'est une réflexion sur justement le pouvoir et l'importance de bien réfléchir avant de toucher aux choses. Et c'est beau aussi parce que dans ce livre, du coup, vous avez aussi votre nom magique. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Chloé. Ça, c'est mon nom de naissance. Mais d'après Terre-Mère, j'aurai un autre nom dans lequel est contenu tout mon pouvoir. Et c'est un nom qu'il faut vraiment confier qu'à des personnes de très grande confiance. Parce que quand vous confiez ce nom, comme je vous disais après, on peut avoir du pouvoir sur vous. Donc il faut vraiment faire gaffe avec qui vous le partagez. Donc je vais vous lire, parce que je trouve ça juste trop beau. Et je trouve que c'est très intéressant comme réflexion à avoir quand on pratique la magie. Alors, je vais vous trouver le marque-page. Voilà. Donc là, c'est un passage où, en gros, Gad, il est en plein cours de magie avec un prof. Et il va parler avec un professeur. Donc là, il dit « Maître, ces charmes se ressemblent beaucoup. Il suffit d'en connaître un pour les connaître tous. Et dès que l'on cesse de tisser le sort, l'illusion s'évanouit. » Oui, parce qu'en fait, au début, vous avez plusieurs stades de magie. Et le premier stade de magie, on ne vous apprend pas à toucher à l'essence des choses parce que c'est un art qui est dangereux. On vous apprend à faire de la magie d'illusion, en fait. C'est-à-dire juste transformer, par exemple, j'avais mon surligneur, je le transforme en papillon. Mais ça va pas durer éternellement, en fait. Pour pouvoir réellement le transformer en papillon, il faut que j'aille toucher le nom. Il faut que je modifie, il faut que je change son nom, en fait. Et ça, il faut faire gaffe. Donc c'est ça, en fait, qui est raconté ici. Maintenant, voilà, c'est ça. Si je transforme un caillou en diamant, ce qu'il fit d'un simple mot et d'un geste du poignet, que dois-je faire pour que ce diamant reste un diamant? Ged recherche, voilà, ce genre, je veux faire de la vraie magie, quoi. Je veux pas faire juste un truc qui dure 5 minutes. Comment figer un sort de changement et le faire durer? Le maître Manuel regarda la pierre précieuse qui scintillait dans la paume de Ged, aussi brillante que la plus belle pièce du trésor d'un dragon. Le vieux maître murmura un seul mot, Tolk, et à la place du diamant réapparut un petit caillou grisâtre et irrégulier. Le maître le prit et le tint dans le creux de sa main. Ceci est une pierre, Tolk, dans le vrai langage, dit-il en relevant ses yeux bienveillants vers Ged. C'est un fragment de la roche dont est faite l'île de Roc, une petite parcelle de la terre sur laquelle vivent les hommes. Cette pierre est elle-même, elle fait partie du monde. À l'aide du changement d'illusion, tu peux lui donner l'apparence d'un diamant, ou d'une fleur, d'une mouche, d'un œil ou d'une flamme. La pierre changea de forme à mesure qu'il la nommait, avant de redevenir une pierre. Mais ce n'est qu'une apparence. L'illusion trompe les sens de celui qui regarde. Elle lui fait voir, entendre et sentir que l'objet s'est transformé, mais elle ne transforme pas l'objet. Pour changer cette pierre en joyau, il te faut changer son vrai nom, et pour cela, mon fils, même s'il s'agit d'un fragment du monde aussi insignifiant, il te faudrait changer le monde. On peut le faire, assurément on peut le faire. C'est l'art du maître changeur, et tu l'apprendras lorsque le moment sera venu pour toi de l'apprendre. Mais tu ne dois rien changer, pas même un galet ou un grain de sable, avant de savoir quel bien et quel mal vont résulter de ton acte. Le monde est dans ce que l'on appelle l'équilibre, et le pouvoir de changement et d'appel d'un sorcier peut
peut perturber l'équilibre du monde. C'est un pouvoir dangereux, plein de périls. Il doit procéder de la connaissance et servir le bien. Allumer une bougie, c'est projeter une ombre. Il abaissa de nouveau les yeux vers le caillou. Une pierre est également une bonne chose, tu sais, reprit-il sur un ton moins grave. Si les ailes de terre-mère étaient toutes faites de diamants, nous aurions une existence bien difficile. Amuse-toi avec les illusions, mon garçon, et laisse aux pierres leur rôle de pierre. Voilà pour ce petit extrait. Je trouve que c'est d'une sagesse infinie. On aurait beaucoup à apprendre, je trouve, de ça. Déjà, en effet, dans la magie, prendre bien garde. D'ailleurs, ils le disent aussi dans ce livre, la magie, ce n'est pas un jeu. Et bien faire attention. Essayer de... En fait, du coup, moi, juste pour vous dire quelle était mon astuce, parce que sinon, je n'ose pas pratiquer la magie, alors que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et en fait, ce que j'ai trouvé, pour vraiment trouver la sérénité, c'est que à la fin du rituel que je fais, je dis qu'il en soit ainsi, si cela respecte l'équilibre du monde, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent, à la fin d'un sort, ils disent si cela est juste. Mais juste et bon. Moi, je préfère parler d'équilibre, en effet. Je trouve, pour moi, ça me parle plus. Parce que l'équilibre peut parfois nous sembler injuste. L'équilibre demande parfois qu'il y ait, comme je disais, de la mort, de la souffrance. Ça fait partie aussi de ce fameux équilibre. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, quand je fais un rituel, je dis que si ça respecte l'équilibre du monde, qu'il en soit ainsi, et sinon, que mon sort se défasse, quoi, en fait. C'est hyper important pour moi. Parce que mon petit cerveau ne peut pas évaluer toutes les conséquences et voilà, tous les risques qu'il peut y avoir. Du coup, ouais, je sais plus, je voulais dire un truc sur Terre-Mère. Juste, je trouve ça trop beau. Ouais, et je trouve qu'on peut déjà... je trouve intéressant de l'appliquer à sa propre pratique magique, de bien garder cette conscience, de pas faire des sorts comme ça. Genre, il y a un truc qui me dérange dans ma vie, ah ben je vais faire un sortilège pour changer les choses. Et aussi, même si vous ne pratiquez pas la magie, c'est intéressant aussi, je trouve, comme philosophie de vie. Plutôt que de chercher tout de suite à vouloir changer les choses. Et je suis complètement comme ça, moi. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je panique et je me mets en action. Il faut que je rafistole les morceaux, ça va pas du tout et tout. Et en fait, souvent, j'aggrave les choses. Si j'avais laissé venir la vague, à un moment, la vague, ça vient et ça repart, quoi. Et en fait, en m'agitant, parce que je vois une vague qui arrive et je me dis, il faut que je fasse plein de choses, tout ça, finalement, je perturbe l'équilibre. Donc en fait, je trouve que c'est le lâcher prise, c'est hyper important. Rester dans l'instant présent. La pratique magique, oui, si ça vous fait du bien. Moi c'est mon cas, j'adore. Quand je fais des rituels magiques, je redeviens une enfant un petit peu. En fait, je me fais du bien, je me connecte à ma puissance et à la puissance de mon environnement. Donc oui, si ça vous fait du bien. Mais moi, après, je vais toujours, si je fais un rituel en effet dans un but précis, je vais toujours préciser à la fin que mon sort se défasse s'il ne respecte pas l'équilibre du monde et éviter de se jeter dans un sortilège dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Ça, je trouve ça important aussi. Je trouve ça malheureux. Je trouve qu'on voit beaucoup de livres qui sortent de magie en ce moment. Moi, à chaque fois que je sors dans une librairie ésotérique, j'en vois des nouveaux, avec des superbes couvertures, vintage, imitation grimoire, c'est magnifique. Mais franchement, le contenu du livre, c'est quoi? Vous avez juste des recettes de magie. Comme si... je trouve que ça réduit la magie à son apparence. Qui est de cette idée de j'ai un souci, je sors mon chaudron et mon truc et je vais changer la réalité. Putain, c'est tellement plus profond que ça en réalité, la magie. C'est une vraie philosophie en fait, c'est une vraie connexion. Et je trouve ça dommage, limite un peu dangereux, et
Et ça va tellement en plus dans notre société, je trouve, qui est dans ce truc du rush, il y a quelque chose de désagréable, il faut absolument tout de suite que je réagisse, que je trouve une solution. On prend plus le temps, je trouve, de goûter la vie et de... En fait, je crois qu'on est passé, je vais terminer la vidéo sur ça, je crois qu'on est passé d'un excès à un autre, en fait. Dans le passé, on avait vraiment cette philosophie de toute façon, Dieu est là, nous sommes soumis, là je parle genre le temps du Moyen Âge, enfin vraiment l'ancien temps, quoi. Il y avait cette idée on est soumis à un Dieu, on n'y peut rien, de toute façon on peut rien... on peut rien faire à part être soumis à Dieu. Aujourd'hui, on est dans la modernité, on est dans j'ai le plein pouvoir, je n'ai pas à subir la moindre difficulté, je peux tout changer, je peux décider, je suis capable, voilà. C'est un excès opposé en fait, selon moi. Je pense, encore une fois, je vais finir sur ça, l'équilibre. Hein. Je pense que c'est en effet être complètement soumis en mode de toute façon, je ne peux rien faire, je n'ai aucune prise sur ma vie. Je pense que c'est pas génial. Ça fait complètement baisser notre énergie. On a en effet du pouvoir. Mais croire qu'on a le plein pouvoir et qu'on peut tout changer et qu'on sait absolument tout, enfin voilà, qu'on a accès à tout et qu'on peut tout faire, pour moi, c'est pas juste non plus. Il y a un équilibre à trouver. Et moi, c'est ce que j'essaie de trouver dans ma pratique magique en fait. Voilà pour ce partage. Et ben si jamais vous avez envie aussi parce que finalement j'ai jamais vraiment échangé avec vous sur la magie, si vous avez envie de me dire comment vous situez par rapport à la magie, est-ce que c'est une pratique qui est importante pour vous, comment vous la vivez, est-ce que vous faites souvent des rituels ou est-ce que vous êtes plus dans les célébrations, genre aussi des saisons, tout ça. Enfin voilà, si vous avez envie de partager quelques mots sur votre pratique, ça me fera super plaisir de vous lire. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.